Bonsoir à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, auteur de la saga Fantasy Gaiala, et je suis heureux de vous retrouver. Tout d'abord, très bonne année à tous. Et pour commencer cette nouvelle année, je vous présente l'épisode 2 de la série de podcasts consacrés aux auteurs incontournables. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez, cela m'aidera à avoir plus de visibilité. Les auteurs incontournables. Épisode 2. Pamela, elle traverse l'ombre derrière l'icône. Il existe des personnages plus célèbres que leurs créateurs, des figures qui échappent à la main qui les a écrites. Mary Poppins est de celle-ci. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Mary Poppins que nous allons parler, car ce n'est pas vraiment elle qui nous intéresse. C'est la femme qui l'a conçue, la femme qui l'a perdue, et qui a passé une grande partie de sa vie à la réclamer. Pamela Lyndon Travers, une autrice australienne devenue britannique, une poétesse mystique, une conteuse sévère, et paradoxalement, la mère d'un des personnages les plus souriants de la culture populaire. Pamela Travers naît en 1899 en Australie. Son père est banquier, brillant, charismatique, mais alcoolique. Il meurt quand elle a 7 ans. Ce traumatisme-là ne la quittera jamais. Il irrigue toute son œuvre. Mary Poppins, ce n'est pas une nounou gentille, c'est une figure d'autorité magique, froide, verticale. Quelqu'un qui arrive quand tout s'effondre et qui repart avant qu'on ne puisse s'y attacher. Déjà, l'archétype est là. Pamela écrit de la poésie, du théâtre. Elle fréquente les cercles littéraires londoniens. Et surtout, elle rencontre W.B. Yeats, puis George William Russell. Elle s'immerge dans le folklore celtique, les contes, les figures liminales, les êtres qui passent entre les mondes. Alors, Mary Poppins naît ici. Pas dans une nurserie, mais dans les mythes anciens. Quand Mary Poppins est publiée, le ton surprend. Les jeunes adorent, les adultes sont déroutés. Mary est sèche, autoritaire, parfois cruelle. Pamela Travers refuse toute mièvrerie. Elle écrit pour l'enfant intelligent, pas pour l'enfant que l'on flatte. Le succès, lui, est immédiat, mais ambigu. Car dès ce moment, Pamela comprend une chose. Mary Poppins ne lui appartiendra plus jamais. Entre scènes de Walt Disney, 20 ans de négociations, de refus, de contrats arrachés, Pamela Travers déteste le projet. Elle déteste les chansons, elle déteste l'animation et déteste le sourire permanent. Mais elle finit par accepter. Et le film Mary Poppins devient un monument. Un chef-d'œuvre, selon le public. Mais une trahison comme elle n'en a jamais vécu selon elle. Pamela continue d'écrire. Des essais, des contes, des livres spirituels. Mais elle reste aux yeux du monde
l'autrice de Mary Poppins. Elle n'aura jamais d'enfant, jamais de famille classique. Elle adopte un fils en lui cachant l'existence de son frère jumeau. Encore une fracture, encore un secret. Pamela L. Travers meurt en 1996. Elle laisse derrière elle un paradoxe fascinant. Avoir créé un symbole de joie universelle tout en portant une œuvre profondément mélancolique. Mary Poppins ne disait jamais au revoir. Elle disait au revoir, peut-être. Eh bien, Pamela aussi. Contrairement à l'image populaire, Mary Poppins ne rassure pas. Elle contient. Psychologiquement, elle incarne ce que Winnicott appelait une fonction holding, mais sans affect démonstratif. Car elle ne console pas. Elle stabilise l'environnement. Elle arrive quand la cellule familiale est désorganisée. Et elle repart dès que l'équilibre est restauré. C'est une présence transitoire, pas relationnelle. Mary Poppins exerce une autorité non négociable. Elle ne cherche ni l'adhésion ni l'amour. Sur le plan psychologique, elle relève davantage de la figure du surmoi bienveillant que de la mère nourricière. Elle impose des règles sans les expliquer, elle sait. Les enfants obéissent, non par peur, mais par intuition de sa légitimité. Cela renvoie à une autorité pré-moderne, presque mythologique. Une loi qui ne se discute pas parce qu'elle est juste par nature. Un point fondamental. Mary Poppins nie systématiquement ses actes magiques. Je n'ai pas fait ça. Psychologiquement, c'est majeur. Cela se traduit comme un refus de dépendance affective, un rejet de la dette émotionnelle, mais également une peur de l'attachement réciproque. Elle aide, mais ne veut pas être aimée pour cela. Elle soigne, mais refuse la gratitude. C'est un mécanisme de protection. Si je ne suis pas reconnu, je ne peux pas être perdu. Chez Pamela L. Travers, Mary Poppins est intimement liée à la perte de son père. Psychologiquement, Mary est la réponse fantasmatique à une absence, une présence qui ne promet jamais de rester. Elle incarne une vérité douloureuse mais structurante pour l'enfant. Ce qui t'aide à grandir ne t'appartient pas. C'est une pédagogie du manque accepté, pas du manque comblé. Dans les livres, Mary Poppins sourit rarement. Et quand elle le fait, c'est un outil, pas une émotion. Elle n'est pas joyeuse, elle est fonctionnelle. La version Disney transforme le personnage en une figure chaleureuse, car le cinéma grand public ne tolère pas une autorité féminine froide. Mais psychologiquement, Mary est plus proche d'un archétype jungien, la vieille sage en gros, que d'un modèle maternel. Mary Poppins ne cherche pas à être admirée, ne se raconte jamais, ne partage aucune vulnérabilité. Elle est l'exact opposé
des figures éducatives modernes centrées sur l'émotion. Elle apprend à l'enfant que le monde ne lui doit rien, mais qu'il peut être magique sans être complaisant. Si l'on devait faire une synthèse clinique, on dirait de Mary Poppins qu'elle est une fonction psychique externalisée, une autorité réparatrice sans affect fusionnel, une réponse au chaos, pas un refuge, mais également une figure du soin sans attachement. C'est pour cela qu'elle marque durablement. Elle agit là où l'enfant doit apprendre à se tenir seul. Mary Poppins est un personnage adulte, mais déguisé en conte. En réalité, Mary Poppins n'est pas écrite pour les enfants. Elle est écrite pour l'enfant intérieur blessé de l'adulte. Et c'est précisément ce qui la rend intemporelle. Pamela Travers a une écriture qui se durcit en gagnant en profondeur. Une écriture née de la perte, pas de l'enfance. Contrairement à ce que la réception populaire a figé, Pamela Travers n'écrit pas pour les enfants. Elle écrit depuis une enfance blessée. Son style se construit très tôt autour de 3 axes: la retenue émotionnelle, la densité symbolique et le refus du pathos. Là où beaucoup d'auteurs infantilisent le langage, Travers fait l'inverse. Elle élève l'enfant au niveau du texte, jamais l'inverse. Son écriture donne une illusion de limpidité, et ça, c'est un piège. Phrases courtes, vocabulaire accessible, syntaxe claire. Mais sous cette surface, peu d'explications psychologiques, pas d'intériorité verbalisée, des actes qui parlent à la place des émotions. C'est une écriture de comportement, pas de confession. Le lecteur est obligé de comprendre par inférence, comme un enfant confronté au monde réel en soi. Travers aborde le sentimentalisme, et cela marque profondément son style. Pas de scènes larmoyantes, pas de déclarations affectives, pas de morale explicite. Même la tendresse est retenue, presque contractée. Son écriture agit comme Mary Poppins elle-même. Elle corrige, ajuste, redresse, mais ne cajole jamais. À partir de 1920, son style évolue sous l'influence du folklore celtique, de la pensée symbolique et de la spiritualité non religieuse. Et cela produit une écriture. Ça produit une écriture hors du temps, détachée du réalisme psychologique moderne et structurée par des archétypes. Mais Mary Poppins n'évolue pas. Elle fonctionne. C'est une écriture mythique. Les personnages ne changent pas, ils révèlent. Après le succès de Mary Poppins, l'écriture de Travers se dépouille encore. Elle glisse vers l'essai, la méditation, la réflexion spirituelle. Le récit devient secondaire, la passion et la pensée prennent le dessus. Son style devient plus elliptique, exigeant, parfois même aride. Elle écrit désormais pour un lecteur adulte, prêt à ralentir. Pamela Travers n'adhère jamais à la psychologie explicative, au réalisme émotionnel, à la pédagogie bienveillante contemporaine. Son écriture repose sur une conviction
ferme. L'enfant est capable de comprendre le monde tel qu'il est, pas tel que l'on aimerait qu'il soit. C'est une écriture de transmission, pas de consolation. L'écriture de Pamela, c'est une langue claire mais dense, une émotion contenue jamais exhibée, une narration au service du symbole, une confiance absolue dans l'intelligence du lecteur et une méfiance radicale envers la facilité. Elle n'écrit pas pour plaire, elle écrit seulement pour structurer. Et c'est là sa modernité paradoxale. À une époque saturée d'émotionnel, Pamela Travers reste une autrice qui ose dire « Grandir n'est pas confortable, mais c'est profondément nécessaire. » Maintenant, j'aimerais que nous fassions la différence entre Mary Poppins des livres et la Mary Poppins du film de Disney. Car il y a en réalité une grosse différence entre ces deux personnages. Mary Poppins, c'est l'autorité vs la sympathie. Dans les livres, Mary Poppins est sèche, distante, parfois cassante et rarement aimable. Elle ne cherche pas l'affection des enfants, ça on l'a déjà dit, elle impose une structure, point final, c'est tout. Elle agit comme une figure d'autorité archaïque, presque mythique, et ça on l'a déjà dit. Alors que dans les films de Disney, Mary Poppins devient chaleureuse, souriante, complice, rassurante. Disney transforme une fonction éducative en figure affective. Et c'est une différence clé. Livre, elle stabilise le monde. Film, elle rend le monde agréable. Un autre point, c'est ce mystère nié, vs le spectacle assumé. Dans les livres, la magie existe, mais elle est banalisée, jamais expliquée, toujours niée après coup. Mary Poppins refuse toute reconnaissance. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, elle prononce même cette phrase régulièrement, « Je n'ai jamais fait ça ». Magie est structurante, pas divertissante. Tandis que dans le film, la magie est spectaculaire, chantée, assumée, célébrée même. Elle devient un outil d'émerveillement. Donc, la différence entre le livre et le film, c'est que dans le livre, la magie, ordre caché du monde, tandis que dans le film, la magie est un spectacle joyeux. Un autre point. Dans les livres, le ton est parfois dur, souvent ironique, jamais consolateur. L'enfant est confronté à la frustration, la limite, le manque. Grandir est présenté comme nécessaire et très très loin d'être confortable. Alors que dans le film, le récit devient optimiste, réparateur, émotionnellement lisible. Chaque tension est résolue par soit une chanson, une réconciliation, une leçon explicite même. Et c'est là qu'est la grande différence. Dans le livre, c'est une initiation, alors que le film est une thérapie familiale. Et puis il y a la figure défaillante vs la figure réhabilitée. Dans les livres, les parents sont absents, rigides, maladroits. Mary Poppins ne les transforme pas vraiment. Elle s'occupe des enfants, pas du couple parental. Le monde adulte reste imparfait. Tandis que dans le film, le parent devient le véritable arc narratif. Il change, il apprend, il s'adoucit même. Le film recentre le récit sur la réconciliation familiale. En conclusion, le livre, l'enfant s'adapte au monde, tandis que dans le film, le monde s'adapte à l'enfant. Et ça, c'est une philosophie sous-jacente, parce qu'il y a le mythe vs la morale. Dans les livres, Travers écrit depuis le mythe, l'archétype, la transmission implicite.
Il n'y a pas de morale formulée, le sens émerge après coup chez le lecteur. Tandis que dans le film, Disney fonctionne par messages clairs, chansons, slogans, valeurs explicitement formulées. Le film explique ce qu'il faut ressentir. Et Pamela Travers n'a jamais reproché à Disney la qualité du film. Non, elle lui reprochait d'avoir déplacé le centre de gravité. Ce qu'elle avait écrit, une figure qui apprend à l'enfant à se tenir debout seul, Disney en a fait une figure qui apprend à l'enfant que le monde peut être gentil. Les deux sont légitimes, mais ils ne racontent pas la même vérité. Une synthèse nette. Mary Poppins dans le livre est autoritaire distante, alors que dans le film, c'est une figure chaleureuse. Maggie, elle, dans le livre, elle est mystère structurant, alors que dans le film, elle est spectacle joyeux. Ton, lui, est austère et initiatique dans le livre, tandis que dans les films, il est optimiste et affectif. L'enfance, dans le livre, est capable, confrontée, tandis que dans le film, protégée et guidée. Et le message, au final, dans le livre, est implicite, alors que dans le film de chez Disney, il est explicite. Donc en une phrase, Mary Poppins de Travers apprend à l'enfant que le monde ne lui doit rien, mais qu'il peut y trouver sa place. Tandis que Mary Poppins de Disney apprend à l'enfant que le monde peut être transformé par la bonne volonté. Deux visions, deux époques, une même figure, mais pas le même mythe. Pamela Travers est restée debout, mais toujours dans l'ombre. Au terme de ce parcours, une chose s'impose. Pamela Travers n'a jamais cherché à être aimée. Elle a juste cherché à être juste. Son œuvre n'est pas une promesse de bonheur, c'est une proposition de solidité. Elle ne dit pas à l'enfant « tout ira bien », elle lui dit « tu es capable de traverser ce qui vient ». Mary Poppins n'est pas une figure de consolation, c'est une figure de passage. Elle arrive quand l'équilibre est rompu, elle repart dès qu'il est retrouvé, sans embrassade, sans adieu, et même sans nostalgie. Et c'est peut-être cela le plus grand malentendu autour de Pamela Travers. Avoir cru qu'elle écrivait pour l'enfance, alors qu'elle écrivait pour la construction intérieure. Disney a offert au monde une icône lumineuse. Travers, elle, a laissé un mythe plus discret, plus exigeant, mais infiniment plus durable. Car ce que son œuvre nous apprend, au fond, ce n'est pas à voler avec un parapluie, mais à tenir debout sans filet. Et dans un monde qui confond souvent douceur et faiblesse, Pamela L. Travers nous rappelle une vérité simple, presque sévère. Grandir n'est pas confortable, mais c'est profondément nécessaire. C'était Laurent Dins, auteur de la saga Gayala. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée et surtout une très bonne année 2026. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.